Ça ne sera pas du tout sciences sociales, ce sera plutôt côté associatif, parce que je vais vous parler donc plutôt de l'histoire de la mobilisation de cette épidémie. Dans cette épidémie, il faut savoir que la mobilisation associative et l'implication donc des personnes concernées, c'est quelque chose qui maintenant se fait un petit peu partout, encore que pas à la même intensité, et que c'est vraiment spécifique du VIH, où on a vu débarquer toute une sorte de gens qui n'avaient pas l'habitude de voir dans le champ des soignants, qui étaient les personnes concernées, les malades ou leurs proches. Et c'est un peu ça que je vais essayer de vous parler. Je vais surtout me concentrer sur l'association AIDE, parce que c'est celle que je connais et que j'ai présidée pendant 8 ans, et je suis militant de AIDE depuis maintenant plus de 30 ans. Et en plus, j'ai aucun complexe à faire cela. Je vous parlerai un petit peu des autres. Je vais faire plaisir à Didier parce qu'il aime tellement Act Up que je vais en parler forcément. Mais je n'ai pas de honte à parler de AIDE, sachant que AIDE, c'est aujourd'hui, et puis depuis très longtemps, en gros, ça correspond à plus de 80% des actions menées par des associations dans le paysage en France en général. Donc, je n'ai pas de honte à parler de AIDE. Alors, l'histoire de AIDE, ça a commencé avec sa création en 1984 par Daniel Defer, qui était le compagnon de Michel Foucault, qui venait de mourir du sida, et dont les médecins n'osaient même pas prononcer le mot qu'il était mort du sida, ce qui a provoqué chez lui une immense colère, et l'idée de dire il faut faire quelque chose, parce qu'on voit autour de nous des gens qui meurent, et il faut qu'on arrive à se mobiliser autour de cette question du sida. Très très tôt, il y a eu des principes éthiques très très forts qui ont été développés par AIDE, qui étaient le non-jugement des personnes, la confidentialité, surtout dans ce contexte où c'était vraiment extrêmement tabou, et puis il fallait très très tôt, on a voulu insister sur la compatibilité entre les droits humains et la santé publique, à un moment où il y avait des tentations d'isolement, d'exclusion, etc. Donc aujourd'hui, c'est une association AIDE qui comprend 1000 volontaires. Donc les volontaires, c'est des personnes qui sont des bénévoles, mais qui font des actions en étant non payées, en plus qu'elles travaillent à côté. Mais aussi 450 permanents au sein de... C'est quand même une grosse structure avec 450 salariés, 150 000 membres qui donnent de l'argent sur une base régulière, et c'est présent dans 75 lieux en France. Donc AIDE, moi je la définis comme une association de personnes séro-concernées. Ce n'est pas une association que de malades. Donc il y a des personnes qui sont séropositives, comme moi-même par exemple, et il y a des personnes qui sont séro-exposées, c'est-à-dire que les personnes qui prennent des risques face au VIH font partie des groupes les plus exposés. Il y a des personnes qui sont des proches, que j'appelle séro-affectés, et puis il y a des personnes qui viennent tout simplement parce qu'elles sont solidaires du mouvement et qu'elles ont envie d'agir. Donc ce n'est pas une association réservée aux personnes séropositives. Et c'est surtout une association qui a les principes d'une démarche communautaire. Alors quand on dit ça souvent, quand on va présenter AIDE, qu'on dit c'est une association communautaire, alors tout de suite on nous voit avec comme des barbus avec un couteau ou une bombe prêt à exploser. Parce que quand on dit communautaire aujourd'hui, ça fait communautariste, et vous imaginez sur quoi ça peut imaginer. C'est pas non plus une association communiste, je vous rassure. La démarche communautaire, c'est 3 principes. C'est-à-dire, le premier principe, c'est le principe qu'on fait des actions avec les gens et pas pour les gens. C'est-à-dire que c'est participatif. C'est pas le conseil d'administration qui décide on va faire ça, ou ni le directeur, ni le président, mais on observe ce que disent les personnes, et avec les personnes qu'on accueille et qu'on cible, on développe des actions de façon concertée. Donc c'est vraiment un phénomène ascendant. Donc ça, c'est le premier principe de la démarche communautaire. Le deuxième principe, c'est que c'est basé sur le savoir profane et l'expertise du vécu. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent à AIDE, qu'elles soient bénévoles ou salariées, ce qui nous intéresse, c'est leur expérience par rapport ou comment elles font pour prendre des risques et rester séronégatives, ou en étant séropositives, comment elles font pour arriver à bien se soigner. Donc c'est le savoir de l'expérience qui nous intéresse, et on s'en fiche des diplômes. Donc s'il y a des gens qui ont des diplômes et des compétences, c'est très bien, mais ce n'est pas une condition. Et puis le troisième principe de la démarche communautaire, c'est un côté un peu subversif, qui est de dire qu'il faut qu'on fasse bouger la société sur la question du VIH et qu'on obtienne des avancées. Donc il y a un côté revendicatif et militant, c'est-à-dire que les actions qui sont faites avec les gens et des gens qui ne sont pas forcément des diplômés,
c'est aussi pour faire bouger les politiques, les décideurs de santé, etc. Alors, quand on regarde depuis le début, quand on regarde les évolutions dans la mobilisation, au début, c'était essentiellement des gays et des proches qui étaient à Aide. Et les proches, c'était beaucoup des femmes, et ça y est toujours, il y a toujours beaucoup de femmes à Aide. On dit toujours que c'est une association où il y a des gays, et il n'y a pas de femmes, c'est pas vrai. La moitié des volontaires de Aide sont des femmes, et la plupart des femmes, pour beaucoup, des femmes séronégatives, mais qui sont séro-affectées, qui ont dans leur entourage des proches. Et puis dans les années 90, on a eu l'arrivée des usagers de drogue, qui n'étaient pas arrivés tout de suite, mais qui sont arrivés dans les années 90. Dans les années 2000, ce sont des migrants, notamment subsahariens, qui sont arrivés dans l'association. Et puis on commence à voir un peu, alors il y en a moins parce que la taille des populations est beaucoup plus petite, mais on voit depuis les années 2010 des personnes transgenres arriver aussi dans l'association. Alors moi je dis qu'il y a eu 3 périodes dans l'histoire en général du VIH, mais qui sont très marquées aussi dans l'évolution de ce qu'ont fait les associations. La première période de la maladie mortelle, où là, effectivement, comme disait Didier au début, malheureusement, on était là, on ne pouvait pas faire Zorro et il n'y avait pas grand-chose à faire. On était dans un accompagnement dans la maladie et vers la mort, et une prévention avec les moyens du bord qu'on avait auprès notamment des groupes les plus exposés, qui étaient les hommes gays et les usagers de drogue. Après l'arrivée des trithérapies, on est arrivé dans le stade de la maladie chronique, où là, c'était plutôt accompagner les personnes dans le désir de prendre soin d'elles-mêmes et de prendre des traitements. Donc c'était tous les programmes d'aide, notamment à l'observance, au traitement. Il y avait vraiment la gestion de l'épidémie, le retour vers l'emploi, toutes les questions sociales qui étaient très importantes. Et puis, au niveau de la prévention, on commençait à avoir un ras-le-bol de la capote et du préservatif. Et il fallait commencer à réfléchir, à essayer de voir s'il n'y avait pas des solutions pour les personnes qui n'arrivaient pas à se protéger systématiquement. Et puis à partir de 2008, on est passé dans une autre phase, puisque là, c'est les premiers résultats d'un point de vue scientifique qui montrent qu'on peut aller vers la fin de l'épidémie avec un impact de santé publique, et donc des actions où on se dit maintenant, il faut en finir avec l'épidémie à travers le dépistage et la mise sous traitement immédiate et l'orientation vers la PrEP qu'on a beaucoup favorisé pour qu'il y ait de la recherche et ensuite de la PrEP en France. Donc vous voyez 3 périodes qui ont impacté la philosophie d'action des associations. Ça ne veut pas dire que dans la 3e période, on ne fait plus la gestion de l'épidémie, qu'on ne s'occupe plus des gens, etc. Mais disons que c'est plus au premier plan. Le premier plan, c'est maintenant l'arrêt de l'épidémie. Alors au niveau du soutien des personnes, là aussi, il y a eu des évolutions. C'est-à-dire qu'au début, l'accompagnement, il était purement psychologique au début, puis il est devenu social, avec la chronicisation, et puis il est devenu beaucoup plus global. Et on a pu voir aussi des émergences de besoins qui n'avaient pas au début. Au début, c'était vraiment la peur de la mort, mais après, des besoins en termes de sexualité, de reproduction, de pouvoir parler de sa séropositivité. C'était des choses qu'on ne voyait pas au début et qui sont apparues au fur et à mesure que la maladie devenait de plus en plus chronique. Et puis aussi la façon dont les acteurs associatifs accompagnent les gens. Au début, c'était vraiment des relations individuelles. On allait voir une personne, on allait voir un malade dans sa chambre et on l'accompagnait. Et puis après, on a fait des groupes de parole. On est dans quelque chose qui était beaucoup plus collectif, où les gens se mettaient ensemble pour discuter de leurs problèmes. Et puis ensuite, on a fait des états généraux, donc quelque chose qui était plus militant, voire politique, c'est-à-dire des gens qui se mettaient ensemble et qui revendiquaient ensemble en disant c'est ça dont on a besoin. Donc vous voyez aussi des évolutions à travers l'histoire de quelque chose qui était finalement très compassionnel. C'est pour ça que Didier croit que Aide c'est une association compassionnelle, mais et qui est devenue finalement... Vous n'avez jamais fait de Balint? Beaucoup plus. Vous n'avez jamais fait de groupe Balint? De groupe quoi? Balint, tu connais pas ça? Non. Mais donc on est devenu quelque chose, un mouvement qui était devenu beaucoup plus politique. Non plus. C'est quoi le groupe Le groupe Balint, ça a été très très développé jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Si tu veux, c'était des groupes de médecins qui parlaient des difficultés qu'ils avaient à assumer, si tu veux, la maladie des gens qui traitaient. Mais ça marchait très très bien avec les cancers, etc. Donc c'est les médecins, c'est Balint qui avait inventé ça, c'était une espèce de rencontre de 10 à 15 médecins qui expliquaient
voilà, les difficultés qu'ils avaient à parler ou à voir un certain nombre de malades, etc. Ce qui aurait été un profil qui était tout à fait adapté au début de l'épidémie des groupes paléotiques. Non, alors, nous, on organisait des groupes de parole, aussi bien pour les militants, et pour les soignants aussi. Il y a eu des groupes de parole soignants que Aide offrait pour que les soignants aient un espace pour pouvoir tu faisais du évoquer, sans le savoir. Voilà. Et ça s'est fait. Ça s'est fait avec les soignants qui gravitaient autour de l'association, ça s'est fait. Alors ça, c'est juste pour vous montrer un exemple. Voilà, un événement collectif, il y a encore quelques années. Ça, c'était dans le sud-ouest de la France, c'était Aide Aquitaine. Et avec tout un groupe de personnes donc touchées qui, pendant 3 jours, travaillent ensemble pour élaborer ce qui était amusant, c'est qu'il y avait aussi invités des représentants institutionnels, les gens des Corévis, des gens de l'ARS. Et en fait, c'était un côté, on élabore nos besoins, nos revendications, plénière de clôture, on invite toutes les institutions, ce sont les malades qui font les intervenants et qui synthétisent aux gens qui sont les décideurs tout ce que les malades, pendant 3 ou 4 jours, ont constaté comme besoin et expliquent aux décideurs, voilà ce dont on a besoin. Alors au niveau de la recherche aussi, il y a eu une modification des relations entre les associations, notamment Aide, et la recherche. Et il y a eu plusieurs périodes. Dans la première période, c'était un peu chaud. Je me souviens d'un président national de Aide qui traitait le directeur de l'ANRS d'assassin, parce qu'il ne trouvait pas, l'ANRS était inactive et n'arrivait pas à trouver des traitements qui allaient soigner les gens de façon efficace. Donc au début, il y avait une défiance, les chercheurs ils nous font faire des essais randomisés de toute façon qui ne marchent pas, l'essai Concorde, ça n'avait pas été très très bien vécu, donc tout ça était quand même assez tendu au départ. Et puis après, il y a une autre phase où les chercheurs se sont rapprochés des associations. D'une part, on les a étudiés, les malades, dans les associations, donc on allait voir ce qui s'y passait, mais aussi on a dit venez, et il y a eu plein de représentants de malades dans les instances où se prennent un certain nombre de décisions, dans les instances de l'ANRS, les conseils d'administration, mais aussi des conseils scientifiques de certaines études. On voyait débarquer des représentants associatifs, ce qui était nouveau. Et puis, la troisième phase, plus récente, ça fait une dizaine d'années, que maintenant il y a même des associations qui peuvent être associées à des recherches, et qui sont des co-investigateurs, et qui participent dans des phases opérationnelles de la recherche, de la même manière qu'on fait de la recherche avec des cliniciens, où les cliniciens font de la recherche avec des chercheurs sur un essai clinique. Eh bien, en prévention, il y a un certain nombre de recherches, et ça, c'est ça que je fais moi avec mon équipe, de travailler avec les associations, où les associations ont un rôle de collecte de données, de réfléchir au plan d'analyse des résultats, etc., et où deviennent aussi impliqués dans la recherche. Donc, vous voyez, l'évolution en 30 ans a quand même été assez considérable. Alors au niveau de la prévention sexuelle, au début, il fallait informer le public. C'était vraiment la prévention, c'était quelque chose de général. On parlait de la capote à tout le monde, c'était simple. Et puis après, il y a eu une évolution où la prévention, il fallait cibler de plus en plus les personnes les plus concernées. Ça servait finalement à rien d'aller considérer que tout le monde avait besoin de prévention du VIH, parce que tout le monde n'a pas le même risque. Et donc les actions ont été de plus en plus ciblées. Et puis on est passé aussi en termes de messages. Au début, c'était sexe sans risque, en gros, c'était surtout ne prenez pas de risque, donc pas de pénétration. Ensuite, il y a eu la capote. Et puis après, on s'est bien vu que les gens sur le terrain, la capote, parfois, c'était pas forcément accepté. Et il fallait trouver des messages de réduction des risques sexuels, comme par exemple, réduisez le nombre de partenaires, etc., pour arriver à des messages qu'on puisse travailler avec les personnes et avoir une accroche acceptable. Alors vous voyez ici, en haut, c'est les premières affiches. Et puis, vous avez en bas les fameux, dans le début des années 2000, les premiers messages de réduction des risques sexuels, où on dit bien, attention, c'est le préservatif qui est le plus important, mais on donne des messages pour pouvoir accrocher les personnes qui refusent le préservatif. Et puis, aujourd'hui, on a quelque chose qui est beaucoup plus général, où non seulement on parle de dépistage, de traitement comme étant de la prévention, mais bien sûr, les militants de Aide font le dépistage à partir de dépistages non médicalisés, de tests rapides.
Alors, dans le dépistage, il y a eu des grandes évolutions également. Avant 1987, Ed disait, on n'incite pas au dépistage, ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, les gens vont mourir. Donc, à quoi ça sert? Et tout le monde doit mettre des capotes. Séropo ou séronégatif, de toute façon, dans la relation sexuelle, ça ne sert à rien de connaître son statut, puisqu'il n'y a rien à faire. Très vite, ça n'a pas duré longtemps, cette période. Très vite, on a compris que quand on est séropositif, il y avait quand même le Bactrim, la prophylaxie des infections opportunistes, qu'on avait intérêt quand même à savoir. Donc il y a eu le dépistage volontaire, mais avec un particularisme du genre, attention, on ne fait pas un dépistage comme n'importe quelle autre maladie. Donc il y avait tout ce discours où il faut être vraiment très différent dans l'approche VIH que dans les autres maladies infectieuses, parce que le VIH, ce n'est pas la même chose en termes d'exclusion et de regard des autres. Et puis après, avec l'arrivée de traitements qui commençaient à sauver les vies, on s'est dit qu'il ne faut pas non plus faire peur avec le dépistage, il va falloir être beaucoup plus incitatif, parce qu'il y a vraiment intérêt que quand les gens sont infectés, qu'ils se bénéficient des traitements. Donc tout en étant, bien sûr, garder la confidentialité, la posture de base, c'est d'être beaucoup plus incitatif à partir de 1996. Et à partir de 2008, c'est la fameuse photo avec Roselyne Bachelot, la possibilité de pouvoir faire du dépistage alors qu'on n'est pas médecin. Et ça a été un combat grâce au fait, et qui a été gagné notamment grâce à la recherche et à des recherches qu'on a menées ici, et qui ont montré que quand ce sont des militants associatifs qui dépistent des HSH, ils tombent sur des HSH, si on compare avec le dépistage médicalisé, des HSH beaucoup plus exposés, et qui en plus se font beaucoup moins dépister par les médecins, et qu'on n'est donc pas en compétition en termes de dépistage, mais qu'on est en complémentarité. Et c'est ce qui a permis à Roselyne Bachelot d'autoriser le dépistage non médicalisé. Eh bien, on n'a pas annoncé devant la presse le résultat, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la première qui a été testée hors protocole, de façon illégale, d'une certaine façon, puisque le protocole, à l'époque, n'était valable que pour les HSH. Alors aussi, dans la communication, il y a eu des évolutions. Au début, on voulait faire peur. On voulait faire peur aux gens. Attention, VIH, danger. Donc vous voyez les campagnes qui étaient faites avec cette fameuse tête de mort, qui était une très belle campagne d'un point de vue esthétique, mais qui fait vraiment peur et qui est quelque chose qu'on ne ferait absolument plus aujourd'hui. Parce que moi c'est Ed qui l'a fait, et j'assume totalement, mais en regardant ça, on n'en veut plus aujourd'hui. Ça fait peur aux gens et c'est contre-productif. Alors du coup, au début, on faisait peur, et aujourd'hui, on essaie plutôt de faire envie. Et donc, avec des campagnes qui sont quand même plus, on veut que les gens se projettent par rapport à ce qu'on leur envoie. Alors, ce qui est amusant, c'est sur la photo de gauche, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monsieur, il est bien parce que non seulement il est joli, mais aussi il a mis le préservatif pendant tout l'été, puisque vous voyez qu'il a la marque. Alors sur l'usage de drogue aussi, il y a eu des évolutions dans les approches, avec au début, on ne s'en occupait pas, et puis après, on a mis en place, Ed a été très très proactif pour l'accès aux seringues propres, aux échanges de seringues, et Ed a fait les premiers programmes illégaux d'échange de seringues pour faire changer la législation. Et puis Ed a beaucoup milité pour la substitution, qui a quand même été un des moyens de diminuer l'injection et donc de diminuer l'incidence dans cette population. Donc ça, c'était vraiment les premières périodes. Et puis les choses ont nettement évolué avec d'une part l'arrivée de nouveaux outils, l'éducation à l'injection par les pairs pour apprendre à shooter le plus propre possible, qui permet non seulement de réduire le risque VIH, mais surtout le risque des autres infections comme le VHC. Et puis une approche beaucoup plus globale, avec les approches dans le milieu festif sur les différents risques, et centrée plutôt sur la problématique de la consommation, dont le VIH est un problème, mais pas que le VIH, et tous les autres problèmes associés. Et puis plus récemment, c'est les actions auprès des chemsexeurs. Donc je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que les chemsex, mais c'est cette consommation de drogue en contexte sexuel qui concerne particulièrement les HSH aujourd'hui, enfin certains HSH, et qui fait que ces HSH sont encore plus exposés au risque VIH, mais hépatite, IST, etc., et au risque des produits qu'ils consomment, et qui ne se considèrent pas comme des usagers de drogue, parce que ce sont des HSH, et donc il faut inventer des interventions qui puissent parler à ces personnes.
Alors au niveau du plaidoyer, le plaidoyer a également évolué au cours des années. Au début, c'était très centré sur le sida. Ça l'est toujours, mais il y a d'autres choses, vous verrez après. Donc tout de suite, ça a été des batailles contre la discrimination, contre la sérophobie, pour le droit à la prévention, pour les droits sociaux, avec obtention de nouveaux droits. Le PACS, qui était le premier contrat entre deux hommes ou deux femmes, a été obtenu grâce, si on peut dire, au VIH, parce qu'il fallait régler la problématique de couple, notamment pour des problèmes où des gens étaient mis en dehors, étaient expulsés de chez eux quand il y avait le conjoint décédait et qu'il n'y avait aucun lien juridique. Et puis, bien sûr, toujours centré sur le sida, il y a bien sûr toujours le combat sur les droits pour les étrangers malades, donc avec le droit au séjour et l'AME. Et tous ces combats se font aussi avec des partenaires au niveau international. Et puis, les choses se sont évoluées dans le sens où on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de combats pour les malades qui étaient communs avec plein d'autres pathologies. Alors notamment sur tout ce qui est social, mais sur l'accès à l'information au dossier médical, donc les droits sociaux, les assurances, le travail. Et ça a émergé à la loi de la démocratie sanitaire en 2002, avec le fait que maintenant, il doit y avoir partout des représentants d'usagers du système de santé. C'est le combat du VIH qui a permis de faire émerger cette démocratie sanitaire. Et le VIH est toujours une sorte de pointe avancée. Ça ne veut pas dire qu'on s'occupe de toutes les maladies, on s'occupe du VIH, mais en faisant bouger pour le VIH, on a fait bouger pour l'ensemble de la santé. Et aujourd'hui, il y a pas mal de plaidoyer qui se fait en interpathologie. Par exemple, tous les problèmes de reste à charge, vous voyez là les manifs contre les franchises médicales qui avaient eu lieu, qui avaient montré l'importance de travailler avec les associations de toutes les maladies. Et c'est pareil pour le droit à la santé pour les migrants, parce que ce n'est pas que pour le VIH, c'est vrai aussi pour d'autres maladies graves. Le plaidoyer thérapeutique, ça vous intéresse bien sûr, mais a eu un rôle très important dans pour obtenir des nouveaux traitements et faire que quand il y avait des nouveaux traitements, ça puisse arriver beaucoup plus vite pour les malades. Et les cliniciens étaient assez contents que l'on fasse ce plaidoyer pour avoir les nouveaux traitements, parce que quand les médecins demandaient d'avoir des nouveaux traitements, on les envoyait balader. Quand c'est des associations qui se roulent par terre, ça devient politique, et là, du coup, ça peut aider. Et effectivement, il y a eu beaucoup de plaidoyers pour obtenir ces nouvelles molécules, même si aujourd'hui c'est moins un problème. À l'époque, c'était un vrai problème où il y avait beaucoup de gens en échec thérapeutique. Alors maintenant, le plaidoyer, il se développe sur deux autres axes que les nouvelles molécules au niveau thérapeutique. C'est améliorer le système de santé, et notamment la prise en charge globale, et aussi promouvoir la prévention biomédicale avec aussi bien la PrEP que le TAS, que les offres en santé sexuelle, faire que les personnes puissent, aussi bien en prévention qu'en soins, avoir un accès à des offres qui correspondent à leurs demandes. Alors je vais finir avec les évolutions dans la structuration du mouvement associatif et des relations avec les autres associations. Alors il faut savoir qu'une association comme AID, qui aujourd'hui est quand même une espèce de gros mastodonte, au début, dans les années 80, c'était essentiellement que des bénévoles, il n'y avait quasiment pas de salariés. À partir des années 90, il y a eu une professionnalisation avec l'arrivée de financement, et donc on s'est bien rendu compte qu'il y avait des limites au bénévolat, parce que quand on donne 2 heures de temps par semaine, même 5 heures, c'est pas la même chose que d'avoir des pleins temps. Et donc on a embauché des salariés qui étaient également séroconcernés, qui étaient également experts profanes, mais qui se sont du coup professionnalisés avec toujours, et c'est toujours le cas aujourd'hui, l'idée que le pouvoir politique et les grandes orientations, ce sont les volontaires qui les ont. Donc la structure de aide, le conseil d'administration, ce sont des volontaires qui sont élus par les volontaires, et c'est le président qui est un volontaire qui embauche le directeur, qui est un salarié, et qui lui embauche son équipe. Donc le principe, il est là. Hein. Le conseil d'administration est issu des rangs de aide et ce sont que des volontaires. Et puis l'autre point très important, c'est qu'au début, avant 2002, nous étions 26 associations différentes, qui étaient juridiquement indépendantes, et avec regroupées dans une fédération nationale. Et ça, très très vite, on a vu que ça avait des limites, et qu'il fallait fusionner, et on a fait une sorte de miracle juridique, et pas que juridique, et aussi, je veux dire, d'égo, qu'il y a eu 26 présidents qui ont décidé de ne plus être présidents et qu'il n'y en ait qu'un seul. 26 conseils d'administration qui se sont dissous.
et qui ont fusionné en une seule structure pour être ensemble et beaucoup plus forts. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est une grosse structure et que plein d'autres assos qui n'ont pas fait ça ont disparu. Et ça, c'était vraiment au niveau de la structuration, c'est vraiment très important. Et on a pu s'implanter un peu partout en France, y compris dans les départements français d'Amérique. Et ça ne veut pas dire que c'est une association jacobine. Il y a des niveaux, il y a un niveau local, il y a un niveau régional et il y a un niveau national. Et chacun a sa propre autonomie. Mais d'un point de vue juridique, c'est une seule association. Alors, les autres associations. Alors, d'abord, premier concept, AIDE, c'est une association matrice. Comme c'était une des premières grosses associations, on a formé toutes les autres associations. Ils sont tous passés par AIDE avant de créer leur propre association. Donc ça, c'est aussi important, et tant mieux. Il y a des gens qui viennent à AIDE, qui ont envie de faire autre chose, ils font une autre association, c'est parfait, mais on sert aussi à ça, à être une sorte de matrice. La première scission, c'est en 87, avec Arcade Sida. Et la scission, elle a un contenu, c'est que Arcade Sida, c'est les gens qui sont partis, qui ont créé Arcade Sida, c'est des gens qui considéraient que c'est les professionnels qui doivent avoir la main et pas les profanes. Et là, ça a été une différence de vision. Et effectivement, Arcade Sida, c'est une association de professionnels purs, qui fait des services, beaucoup plus de services que elle d'ailleurs. Ils font des choses absolument extraordinaires, mais c'est une association où on fait pour et on ne fait pas de façon ascendante, donc ce n'était pas la vision qu'on avait, et tant mieux si les deux coexistent. Après, il y a eu ACT UP qui s'est créé en 89. Alors ACT UP, c'était d'abord l'idée qu'il fallait une association que de séropos. Ça n'a pas duré longtemps, ils n'ont pas réussi à tenir que des séropos. Ils ont vite compris que séropos, ça ne rendait pas particulièrement plus intelligent que si on est séronex, sinon il faudrait contaminer tout le monde. Hein. Donc, ils avaient eu besoin aussi d'avoir des séronégatifs dans l'association. Mais ACT UP, surtout, ça a été un mode d'intervention qui était différent de celui de AIDE, puisque eux étaient surtout sur le mode en fait, de visibilité et de communication. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vu le film 120 battements par minute. Ça montre très bien ce qu'est ACT UP, et ça montre très bien son rôle extrêmement important dans les contextes qu'on a vécus. Et moi je dis, si on n'avait pas, heureusement qu'on a ACT UP, et je ne suis pas du tout anti-ACT UP. Et je pense que l'action d'ACT UP est vraiment complémentaire à celle de AIDE, mais ça doit être coordonné. C'est-à-dire que pour moi, ACT UP, c'est le bras armé de la lutte, si j'ose dire. Quand ça ne va pas du tout, qu'on a tout épuisé, qu'on a négocié, que rien ne bouge, envoyer ACT UP à un endroit, faire un zap, ça peut faire bouger les choses, et c'est très bien. Le problème c'est que parfois, ACT UP, sur le fond, il y a des divergences, et il y a eu cette fameuse guerre qu'il y a eu avec ACT UP sur la prévention, qui a fait beaucoup de mal, puisque AIDE était finalement beaucoup plus en avance, en disant il ne faut pas... Pardon. Voilà. Je vais revenir après sur les divergences ACT UP, mais donc j'y reviendrai tout à l'heure. Je termine ma liste d'autres associations. Il y a eu SIDAction, qui est arrivé en 1994, mais qui est plus un regroupement pour gérer des fonds privés, et qui a finalement permis à plein d'autres acteurs associatifs d'exister et financés par SIDAction. Et puis il y a eu quelques tensions entre AIDE et SIDAction dans les années 90, parce que au départ, AIDE était financé par SIDAction, après SIDAction ne voulait plus financer AIDE, et finalement ça a été une bonne idée qui ne nous finance plus, ça nous a obligés à développer notre propre collecte, et maintenant on en a beaucoup plus qu'eux. Donc finalement, on n'a pas besoin de faire la guerre à SIDAction, on n'a pas besoin de l'argent de SIDAction, et par contre on a exactement les mêmes objectifs que SIDAction, la même vision, donc il faut travailler ensemble, et depuis 2007, quand j'ai été élu président de AIDE, j'ai tout fait pour avoir des rapprochements entre AIDE et SIDAction, parce que pour le public, c'est incompréhensible que AIDE et SIDAction ne soient pas ensemble. Donc finalement, au départ, on disait que AIDE était un peu impérieuse et hautaine, et aujourd'hui, on s'aperçoit que AIDE peut catalyser des mobilisations associatives en permettant autour d'elle d'avoir d'autres associations. Alors je reviens là-dessus, parce que c'est ce qui intéressait Didier, c'est sur les divergences entre AIDE et ACT UP. Alors, il y a les modes d'intervention, j'en ai parlé, et c'est quand même assez complémentaire. Et moi, je ne vois pas de problème d'avoir des gens qui font des apps et qui se roulent par terre quand c'est nécessaire. Le tout, c'est qu'il ne faut pas trop en abuser, parce que c'est comme l'arme nucléaire. Si vous mettez l'arme nucléaire tout le temps, c'est pas possible.
Et puis le problème, c'est le fond qui a vraiment fait une divergence entre Aide et ACT UP, c'est l'approche par rapport aux gens qui ne mettaient pas la capote. ACT UP avait une position extrêmement violente en disant que c'était des assassins, qu'il fallait les exclure, qu'il fallait faire la guerre à ces personnes qui ne mettaient pas la capote, et que quand Aide a voulu développer des actions pour ces personnes qui n'arrivaient pas à mettre la capote, on s'est fait traiter d'assassins, moi le premier, par ACT UP. Et on avait beau leur expliquer, mais si on va uniquement rencontrer les gens qui mettent la capote pour leur dire de continuer, en termes d'impact de santé publique, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc c'est ceux qui ne la mettent pas qu'il faut arriver à travailler avec eux. Et on voyait bien qu'ACT UP était un mouvement qui était très intello et finalement qui n'était pas sur le terrain, parce que c'est vraiment des gens qui sont généralement des jeunes, des étudiants, et qui travaillent comme ça de façon très spontanée, alors que le mouvement Aide est peut-être un petit peu plus lourd, mais part de gens qui font des actions sur le terrain. Et c'est les gens sur le terrain qui nous disaient, mais nous, quand on va dans un lieu avec nos capotes, tous ceux qui ne la mettent pas, ils fuient et ne veulent plus nous parler. Donc il fallait bien qu'on ait un discours qui ne soit pas que centré sur l'utilisation du préservatif. Après, il y a aussi d'autres différences qui sont sur le type d'organisation. Aide, c'est une très grosse association qui est nationale, et ACT UP, c'est une petite association où au maximum, ils ont une centaine de personnes au pic de l'épidémie. Et aujourd'hui, ils doivent être peut-être une trentaine. Donc c'est vraiment un petit groupe. On ne peut pas comparer. Il faut savoir que dans les associations, il y a parfois des divergences, mais je dirais un peu pareil qu'entre services hospitaliers, si vous voyez ce que je veux dire, parce que ce n'est pas que les associations qui sont parfois en compétition. Il y a des tensions par rapport au financement, et ça, l'État sait très bien faire, diviser pour mieux régner, et puis avec qui je vais financer, et ça fout un peu la merde. Donc, avoir des indépendances financières, c'est aussi quelque chose qui facilite le fait qu'il y ait moins de tensions. Voilà, ce qui est important, c'est aussi de se dire que Aide et ACT UP se retrouvent quand même sur l'essentiel quand on en a besoin, et que le TRT5, qui est le regroupement des différentes associations sur les questions thérapeutiques, est quelque chose d'extrêmement fédérateur qui fait que même pendant la pique de la guerre, on a été le plus... on a pu se retrouver. Donc voilà, j'ai juste, sur l'international, juste pour vous dire que Aide fait partie d'une coalition internationale, qui est Coalition Plus, et que vous voyez, juste vous montrer cette image, où vous voyez que Aide peut parfois faire des mouvements, faire aussi des opérations un peu coup de poing. Quand on a voulu faire rentrer une gélule dans l'Assemblée nationale, gonflée à l'hélium, pour faire un peu de com, et pour demander à l'époque qu'on mette beaucoup plus d'argent dans le Fonds mondial pour que les pays pauvres aient accès aux antirétroviraux. Et vous voyez que c'est Aide qui l'a fait, c'est pas ACT UP. Donc on peut être aussi militant et activiste d'une certaine façon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Renaud.